Un, deux, bon, voilà. C'est parce qu'il ne faut pas que ce soit toi qui gagne, il faut que ce soit les citoyens en vaste nombre. Oui, mais nous, justement. Mais... C'est ça. Mais, non, mais regarde, ce dont je parle là, il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Là, c'est le temps aux gens de s'unir, comme les étudiants se sont unis, pour forcer ce dialogue-là. Parce que c'est comme ça que les choses vont changer. Très brièvement, moi je m'en vais. Là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu et de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience d'entendre ce que j'avais à dire. Mais juste pour que vous sachiez, ce matin, le gouvernement Jean Charest, Pierre Arcan et M. Moreau présentaient le prochain plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020 ce matin. Et personne n'a parlé de ça dans les médias. Moi, j'étais de ceux qui suivaient ça de près, évidemment. Et je peux vous dire qu'ils ont été cloués au pilori, parce qu'évidemment, c'est un show de bouclade comme d'habitude. Restez aux aguets par rapport à ça. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de conférence. Et puis, moi, je vais être de ces luttes-là avec vous autres, ça c'est certain. Merci. Je voudrais remercier nos panélistes en conclusion. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci pour votre temps. Merci de vous être déplacés. Merci pour votre solidarité. Restez avec nous, s'il vous plaît, pour la deuxième partie. Je recède le micro à Jocelyn Desjardins qui va s'occuper de la partie citoyenne et de la partie du public. Restez en ligne, ce sera pas long. En fait, si tu me permets, je vais me lever. Je vais aller en avant de la table. Tu veux juste me passer le micro? Moi, j'aime mieux faire ça debout, puis regarde, on fasse ça ensemble. Avant qu'on aille plus loin, organiser des rassemblements comme celui-là pour un mouvement comme le nôtre qui n'est pas constitué en tant que la loi fait en sorte que c'est pas facile d'avoir du financement. Jason va passer un petit chapeau. Jean-François aussi, puis si vous voulez donner, vous donnez librement. Nous, ça va nous aider beaucoup à payer la salle, à payer la publicité qu'on a passée dans le journal. Il paraît que c'est pas une bonne façon, comme a dit Léo tout à l'heure, mais on s'est commis, on l'a fait, puis on s'est brûlé les doigts à ça, ça nous a coûté cher. Donc, mais en tout cas, vous êtes tous là, puis c'est ça qui est très bien, c'est ça qui compte. Alors, je voudrais remercier encore le panel pour la qualité des échanges, la qualité de la réflexion. Malgré la gêne là, que Hugo parfois disait, bon, regarde, je suis pas intellectuellement de niveau, là, mais ça, c'est pas vrai. Il n'aurait pas réussi à faire tous ces films-là. En tout cas, je vous remercie pour la qualité du panel. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Moi, je pense qu'on retient un ras-le-bol de la vieille politique, un ras-le-bol d'un gouvernement indigne qui confond les intérêts du Parti libéral avec le bien commun, qui remplace la raison d'État par la partisanerie, qui se fout du bien du Québec, des personnes qui vivent au Québec, qui divise pour régner, qui empêche le Québec d'avancer. Mais plus qu'un ras-le-bol encore, c'est un désir. C'est ça qu'on retient. Un désir de mieux. Un désir de plus. D'une économie dont la fonction est de nous faire vivre mieux. D'une société où notre peuple s'entraide, se serre les coudes, comme on l'a toujours fait dans le passé, où il discute, où il débat. D'une société qui se développe durablement, qui préserve l'avenir, qui prépare l'avenir, qui est l'avenir. Qu'on parle de préservation de nos ressources naturelles ou de la préparation de notre principale ressource, le peuple québécois, et en particulier nos jeunes. Donc, après 16 ans de sommeil, le Québec se réveille. C'est beau. On a toutes les raisons d'être fiers de nous, puis d'être admiratifs des principaux artisans de ce réveil-là. Ils ont travaillé fort, ce monde-là. Particulièrement nos jeunes, qui nous ouvrent la voie de notre avenir. Je suis allé à Paris récemment avec mes enfants, et sur l'arc, les Champs-Élysées, quand on remonte vers l'Arc de Triomphe, premier édifice à droite, il y a une plaque sur l'édifice, et c'est écrit « Aux étudiants de France qui les premiers manifestèrent contre l'occupant ». Je ne suis pas occupé là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours reconnaître
Au front, les étudiants sont toujours là en premier, puis on doit les remercier pour ça. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ça et être comme eux, nous aussi, décomplexés? De ne pas avoir peur de faire peur, comme l'a dit Louise Arel à certains des conseillers de M. Blouin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plusieurs personnes ont récemment fait des analogies avec mai 68 en France. Mais il ne faut pas oublier que mai 68 a été suivi de 13 ans de gouvernement de droite. On peut en tirer des leçons et voir à transposer nos énergies en projet. Travailler ensemble au-delà de nos divergences, c'est ça qu'on peut faire. Aujourd'hui, je l'ai demandé tantôt, on l'a vu, il y a des partisans du PQ, il y a des partisans d'Option nationale, il y a des partisans de Québec solidaire, il y a des indécis, il y a des gens du Parti indépendantiste aussi, sans doute. Il y a aussi des gens qui se reconnaissent dans aucun parti, et ça a toujours été ça, le nouveau mouvement pour le Québec. On est un forum pour vous permettre de vous mettre ensemble et de voir la suite des choses ensemble. Et tous, jusqu'à maintenant, on est passé par-dessus nos différences, puis on va passer encore par-dessus nos différences pour chercher à mettre le bien commun en avant, chercher à mettre ce qu'on doit faire en avant. On ne s'est jamais comporté comme des adversaires, puis ça, je pense que ça augure bien, puis ça fait pas mal de temps, un bon bout déjà qu'on ne se comporte pas comme des adversaires. Tout à l'heure, je voulais souligner la présence de Danick Parenteau, qui est un collaborateur de longue date, de longue date, le NQ n'est pas très vieux, du NQ, merci Danick. Donc Danick, comme j'ai dit, est commissaire aux États généraux sur la souveraineté. C'est un exercice qui vise justement à passer outre les clivages partisans pour remettre un projet en avant. On doit aussi... non, plus tard. Excuse-moi. Oui, oui, j'oublie pas. On doit constater une chose. Le mot Canada, il n'a pas été prononcé aujourd'hui, sauf une fois par mois. Pas même une fois. Le Canada, je pense qu'on s'en fout un peu. Et pourtant, quand on parle de partage de la richesse, quand on parle de fonctionnement de l'économie, comme plusieurs l'ont fait, c'est le Canada qui a la main haute, c'est lui qui a les décisions en main. Mais il semble qu'on a intériorisé que c'est un pays étranger sur lequel on n'a pas de prise. Est-ce que nos politiciens ne doivent pas prendre acte et passer de la chicane avec le Canada, dont on se fout là, vraiment, à un projet pour le Québec que lui, on aime? Et au fond, toute cette ébullition-là, est-ce que c'est pas un grand appel d'air frais? Un ardent désir que germe, enfin au Québec, un projet, un vrai, pour de bon, pour le Québec. À partir de maintenant, donc la parole est à vous, vous êtes déjà au micro, mais pour ouvrir la discussion, j'ai envie quand même de vous poser quelques questions qu'on vous avait préparées à l'avance. Qu'est-ce qui se passe au Québec actuellement? Est-ce que c'est un simple ras-le-bol contre les libéraux, ou si c'est pas plutôt un désir de mieux? Et si oui, de quoi? Comment passer, comme le disait Yannick, de la colère à la parole, de la parole à la politique, à la formalisation? Chateaubriand disait une bonne idée est destinée à mourir si on ne la met pas dans une loi, puis on ne lui donne pas une pérennité. La liberté que nous avons aujourd'hui et qu'on s'est donnée, on doit la pérenniser, je pense. Et au-delà de nos divergences, est-il possible de constater qu'on s'entend sur l'essentiel et de maintenir, comme nos leaders étudiants nous en ont démontré l'importance, cette unité-là et cette force-là qui vient dans cette unité-là? Est-ce que ça passe, comme le suggérait Léa, par une revitalisation de notre démocratie? Vous savez, en 1995, au référendum, on ne prenait pas les rues à tous les soirs comme on le fait présentement. On n'avait pas besoin de manifester contre quoi que ce soit. On avait le pouvoir entre nos mains. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour revitaliser notre démocratie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos jeunes passent de la rue aux urnes, comme le suggérait Léo? Cette nouvelle génération qui émerge, est-ce que c'est un avant-goût du Québec de demain? Comment on s'y prend pour être sûr que Jean Charest se retrouve bientôt à la recherche d'un travail et préférablement dans le Nord? Comment
on s'y prend pour que plus jamais un gouvernement pourri ne puisse adopter une autre loi 78. Et pour, comme le disait Brigitte, qu'il n'y ait plus de champ libre pour toutes nos dépossessions. Est-ce qu'on ne devrait pas se doter d'une constitution pour protéger à jamais notre peuple contre les dérives autoritaires d'un gouvernement, comme le suggère Hugo? Et cette constitution-là, cet acte de se constituer, ne devrait-il pas aboutir sur notre acte de naissance comme peuple libre, comme peuple indépendant? Après tout, comme on le soulignait, les seuls qui se sont opposés à la loi 78, comme le disait Daniel Breton tout à l'heure, ce sont les indépendantistes. Et en plus, tous les partis s'entendent sur la nécessité de mettre en place une constituante. Peut-être qu'il y a là un objectif commun, le germe d'une unité dans l'action. Moi, je vous soumets ça à la discussion. En somme, comment transposer en réussite concrète cette énergie extraordinaire qu'on retrouve au Québec et qui fait en ce moment-là l'admiration non seulement ici, mais ailleurs dans le monde. La parole est à vous. Est-ce que ça me okay. Je vous demanderais peut-être de vous identifier à chaque fois. Oui, c'est ça, je vais faire. Mais là, je pense que je vais monter le micro en premier. Excusez. Bon, c'est mieux. Moi, je m'appelle Marc-André Perrault. Je suis étudiant, je termine bientôt un baccalauréat en études de conflits et droits humains à l'Université d'Ottawa. Et je fais aussi une mineure en sciences politiques, donc c'est vraiment là, dans le cadre actuel, disons que j'ai matière à penser, j'ai matière à réfléchir, puis à analyser, puis un peu percer un peu le discours pratique qui entoure la crise vers plus de théorique. Comme Léa nous parlait tout à l'heure du bien commun, moi ça m'a vraiment accroché la notion du bien commun. Et justement, je vais vous faire part de quelques réflexions que j'ai menées dans les dernières minutes avec les interventions qui ont eu lieu. J'ai pris quelques notes, mais je les suivrai pas, c'est certain. De toute façon, je vais finir par me perdre dans ce que je vais dire. Je me perds tout le temps dans ce que je me dis quand ça devient trop long. Donc, je vais commencer en disant que le bien commun, selon moi, ça n'existe pas. C'est pas une notion qui existe, parce que le bien, c'est pas une notion qui existe. C'est une notion qui est en mouvance constante, qui est relative à chaque individu. Et on ne peut pas parler d'un bien commun. Il n'existe pas de bien commun pour le Québec. S'il y a un bien commun, c'est le commun. Et c'est nous autres ici, aujourd'hui. C'est ça le commun, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est en mouvance, c'est ça qui avance, c'est ça qui fait naître les idées dans notre diversité. Là, j'arrive avec le mot diversité parce que je le trouve vraiment fondamental. Jocelyn t'a dit quelque chose tantôt. Je sais pas ce qui c'est ici. Tu as dit l'unité doit reposer sur une proposition commune. Moi, je dirais plutôt au contraire, la diversité doit reposer sur une proposition commune. C'est ça le fondement. D'ailleurs, aujourd'hui, ici, tout ce qu'on est ici, c'est la diversité. On n'est pas une unité. De toute façon, l'unité, c'est quoi? L'unité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'unité. Puis ça ne sera pas existant, ça ne peut pas exister, parce que ça serait néfaste pour nos idées, pour le choc des idées, pour le débat. C'est la diversité qu'il faut entretenir, c'est la diversité qu'il faut proposer. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il existe plusieurs partis. Il n'y a pas de monopole sur l'idée de l'indépendance, il n'y a pas de monopole sur des idées soit de droite ou soit de gauche. Ça prend une diversité. Et moi, je suis contre l'idée d'unir les partis politiques souverainistes, parce que je trouve que c'est aberrant, c'est antidémocratique. Parce que la démocratie... Mais on va se retrouver avec les libéraux au pouvoir. Je vais continuer. Donc, je trouve que c'est antidémocratique dans le sens que la démocratie, c'est le choc des idées. Là où le bas blesse, c'est notre système. C'est notre système électoral, c'est notre système de représentation. C'est ça qu'il faut revoir. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Léa là-dessus. C'est vraiment la pierre d'assise de la lutte qui se dessine. Et on disait vers la fin, passer de la colère à la parole et passer de la parole à la politique. J'aimerais qu'on ne passe pas de la parole à la politique. J'aimerais qu'on en reste à la parole, justement. Parce que c'est ça que je trouve sain. Parce que je trouve que dès qu'on commence à parler des mots parti politique, dès qu'on commence à parler des mots unité, il y a de la dissension. Puis là, tout le monde se chicane, puis tout le monde s'oppose. Tandis que quand on en reste au terme de propositions communes, de discussions, de forums, quand on en reste à des discussions concernant la nation québécoise, quand on en reste aux notions de diversité, là, c'est paisible et on avance, on peut faire des propositions. Et donc, c'est là que j'arrive au point qu'il faudrait mettre un peu de notre politique d'interculturalisme dans notre politique.
justement, c'est une fierté québécoise, l'interculturalisme, contre le multiculturalisme canadien, justement. Et c'est vraiment fondamental de baser notre politique sur cet interculturalisme-là, la diversité des opinions, comme un peu la manière saine de voir ça. Donc, je vais continuer. Parce que là, j'aimerais passer du technique au pratique. Parce que oui, à une constitution, oui, à une redéfinition de notre système démocratique et du mode de scrutin, mais il faut que ça se fasse, selon moi, dans un cadre extra-partisan. C'est pour ça que j'aime tant le NMQ, c'est pour ça que j'aime tant la notion d'États généraux de la souveraineté. C'est extra-partisan. C'est pas les partis politiques qui s'unissent pour faire quelque chose ensemble. C'est la société, c'est les gens qui parlent dans un cadre hors des partis politiques. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui va faire avancer la notion de la souveraineté, puis une constitution, puis toute la redéfinition de notre système. Parce que la souveraineté, ça ne doit pas être un projet de gauche, ça ne doit pas être un projet de droite, ça ne doit pas être un projet du PQ, ça ne doit pas être un projet d'Option nationale, ça doit être un projet des Québécois. Et après la souveraineté, là, on fera nos petites chicanes gauche-droite, puis on se redéfinira nos partis, parce que de toute façon, à la veille de l'indépendance, tous les partis vont disparaître et vont se redéfinir au lendemain de l'indépendance. Moi, c'est de même que je le vois, puis il faut vraiment le voir d'une manière extra-partisane. Merci beaucoup. Je vais être très, très, très pratique. Hugo, tu dis que tu n'as pas la parole facile, mais tu m'as frappé vraiment tête dessus le clou. Moi, qu'est-ce que je propose, c'est qu'on fasse quelque chose maintenant. On a parlé de mobiliser les citoyens. Ben, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait mobiliser les citoyens. Peu importe les partis. On pourrait inviter les partis à y participer. Moi, qu'est-ce que je propose, c'est qu'on fasse une marche de la libération. Et cette marche de la libération-là, elle aurait une date. Je ne sais pas si ça pourrait se faire le 24 juin, fête nationale du Québec, mais je pense que le 24 juin, ça serait une bonne date de faire cette marche-là. Et on pourrait inviter les gens de Québec solidaire, les gens d'Option nationale, Parti québécois, Bloc québécois, indépendantistes, les indécis, et on marche dans la rue. On descend dans la rue, les citoyens, citoyennes, les Québécois, Québécoises, et on réclame la libération de notre peuple. C'est ça qu'on devrait faire. Et puis, on l'a fait, Léo l'a fait avec la classe, avec Gabriel puis Martine, pendant des semaines de temps. On est capable de mobiliser 2, 3, 400 personnes pour une marche de la libération, et puis de mettre toutes ces personnes-là ensemble dans une réclamation de notre libération de notre peuple. Et puis c'est bien beau de dire, oh, on devrait continuer à parler comme ça. Et moi, j'ai déjà 60 ans. J'aimerais bien voir mon pays avant que je crève. Et pas un autre 40 ans à attendre. Le chef du Bloc québécois, Daniel Pailly. Allô? Oui, avant de parler, il faut écouter pour comprendre. Et c'est pour ça que moi, je suis resté ici. Puis, généralement, quand j'assiste à une assemblée, j'assiste d'un bout à l'autre. Et un des points importants que tu n'as pas souvent entendu le mot Canada, c'est bien. D'ailleurs, dans toutes les manifestations, il n'y a jamais eu de drapeau du Canada. Mais le terme que l'on a surtout employé aujourd'hui, c'est le nous. Et ce nous-là, autant nous autres on avait peur de faire peur ou d'avoir peur ou de créer la peur, il ne faudrait pas avoir peur de réutiliser le nous. Parce que le nous, c'est nous. Et c'est vous, madame, qui est venue tantôt. Nous, c'est nous. Et eux, c'est eux. Et on n'a rien à voir avec le développement de leur pays à eux, tout comme ils n'ont rien à voir avec le développement de notre pays à nous. Et quand je regarde ça, la situation actuelle, elle est assez cocasse. Et si je peux prendre le mot Canada une fois, c'est que nous sommes actuellement dans un pays qui est de droite, gouverné par le gouvernement Harper,
Mais dans une province qui, en principe, est socialiste, parce que nous sommes NPD, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que nous devons aller plus loin et nous devons faire ce genre d'assemblée de tout le monde, puis de constater une chose, c'est que, et je suis d'accord avec l'intervenant qui m'a précédé à ce micro-ci, c'est de dire, ben, faisons donc notre pays, mais il faudrait être pratico-pratique aussi, je m'excuse, c'est peut-être large. Mais il reste que, soyons pratico-pratiques, faisons ce pays-là, puis après on décidera s'il sera ni de gauche ni de droite, mais résolument québécois. Et ça, il y a plein d'exemples que je ne prendrai pas, parce qu'on n'est pas dans une assemblée électorale. Tantôt, M. Marcel, vous faisiez référence au Globe and Mail en disant que c'est le seul et que la presse n'a pas fait ça. Ben, c'est parce que le Globe and Mail, c'est le journal d'un pays. Et au Québec, on n'a pas encore de journaux de pays. Aujourd'hui, il y a eu des leçons de journée. Hein. Qui est ici? Moi, je regarde les gens qui sont ici. Je vous dirais bien humblement que ça fait très différence avec les assemblées générales annuelles de mon propre parti. C'est une leçon de choses que d'être ici. Et que nous ne représentons pas. Moi, j'ai siégé à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale. Et c'est très différent d'une assemblée comme ici. Et que là, il faudrait peut-être faire le pas. Là. Je ne sais pas comment le faire, mais j'attrape l'invitation à l'unité. Je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon bord. Et je vous remercie de faire cette réflexion comme on a eu aujourd'hui. Et j'ai hâte de quitter la page A23 pour le bloc. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je voudrais juste fermer en vous rappelant une chose, parce qu'on a parlé de printemps érable, de printemps québécois, puis ça m'a rappelé l'hymne au printemps. Et l'hymne au printemps, il y a 2 paragraphes et je vous laisse là-dessus. Toute la période que nous venons de traverser, c'est le premier paragraphe, et c'est « Les blés sont mûrs et la terre est mouillée, les grands labeurs dorment sous la gelée ». On est dedans. L'oiseau si beau hier s'est envolé, la porte est close sur les jardins fermés. Et à partir de maintenant, on est dans le dernier paragraphe, il me semble, qui se lit comme suit. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or, près des ruisseaux sont alignés les fées et les crapauds, c'est nous autres, ça, chantent la liberté et les crapauds chantent la liberté. Merci. François Legris, travailleur et entrepreneur en cinéma. Merci de m'avoir répondu si promptement. J'ai appris l'existence de votre organisme seulement hier soir sur Twitter que j'ai joint avec un acronyme, avec un nom un peu bizarre, ce qui fait que certaines personnes ne veulent même pas dialoguer avec moi, mais peu importe. Ça vient de ma paranoïa que peut-être j'ai exacerbé dans les rues de Montréal depuis 1 mois et demi. Est-ce que vous avez été gazé? Non, mais c'était pas très fort. Ça se fait charger en masse, par exemple. Et je tiens à souligner pour les gens qui ne sont pas allés dans la rue que si la police de Montréal ne charge plus en ce moment, c'est pour légitimiser la loi 78. C'est pas parce qu'avant il y avait des casseurs. Mais parce que c'est toute une structure d'intimidation. Mais c'est pas pour ça que je suis ici. La raison pour laquelle je suis venu ici à la base, c'est parce que depuis quelques jours, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête. Et finalement, en voyant que ça existait, je me suis dit que c'était le lieu où en parler, parce que cette structure-là dont on parle aujourd'hui est la même structure qui m'est venue en tête, mais moi, à un niveau virtuel. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Wikimedia, je ne sais pas si ça pourrait venir, mais cette structure-là que j'aimerais voir naître, en fait, serait une structure qui apporterait des solutions, des réponses aux questions que tout le monde se pose. Je pense que si l'indépendance, entre autres pour moi, avant le conflit étudiant, était quelque chose qui était très flou et qui était plus vivant, pour moi, était plus vivant. Puis je pense qu'il y a une structure virtuelle. Le problème, si les étudiants ont pu soulever la population comme ils l'ont fait, c'est aussi par leur... qui ont du temps.
Ils ont du temps. Là. Moi, je veux dire, là, ça fait un mois que je suis là-dedans, là, puis mes factures sont un mois en retard. Là, fait que c'est tout. J'arrive pas à lâcher mon ordi, puis tout le kit. Puis j'ai énormément appris dans le dernier mois. Je me suis même. Je suis devenu un citoyen, finalement. J'ai maintenant une voix. Puis je les remercie de leur travail. Puis j'espère que beaucoup de gens au Québec, et les gens les remercient pas. Et ils ont fait parce qu'ils avaient ce temps-là, il va falloir le prendre en considération dans ce projet national-là, parce que les gens ne s'impliquent, veulent s'impliquer, mais vont s'impliquer au niveau du temps qu'ils désirent y accorder. Et c'est pourquoi j'appelle à quelque chose de virtuel, peut-être un forum social que le gouvernement nous refuse, des états généraux que le gouvernement nous refuse, mais que nous, on peut tenir sur la plateforme qui est Internet. Maintenant, c'est sûr que c'est très difficile à structurer comme truc. C'est pour ça que je lance l'idée. Je sais qu'il y a beaucoup de têtes pensantes dans votre organisme, dans d'autres organismes, qui désirent quelque chose comme ça. C'est sûr que ce que ça prend à la base, c'est des gens qui sont ferrés en informatique. Parce qu'il faut que ça reste une tribune qui est ouverte, mais qui est à la fois contrôlée, comme Wikipédia l'est, dans la mesure où il y a des têtes pensantes, il y a des gens en haut qui lisent et qui disent, bon, ce point de vue-là n'est face à la question. Ça pour en venir à deux choses. Ben, j'espère que le vote étudiant, oui, tous les étudiants vont aller voter, pour revenir à l'idée de l'union, puis à l'idée de... Je sais qu'aux dernières élections fédérales, il y a eu un logiciel d'échange de vote. Sûrement que c'est quelque chose qui va naître. C'est quelque chose qui peut être dangereux parce que... Du vote stratégique. Oui, le vote stratégique. C'est quelque chose de bien et de dangereux. Comme on le dit, Internet est quelque chose qui peut être contrôlé aussi. Mais c'est certain que si tous les étudiants au Québec votent Québec solidaire, là, leur vote en région est perdu. Fait que si il y a toute une... je pense pas que... En tout cas, on parle de vote stratégique, évidemment. Donc, c'est sûr que j'appelle à consulter une telle plateforme si elle existe, ou même à la créer. Moi, je suis nul en informatique. Mais, puis, c'est dangereux qu'elle soit contrôlée, cette plateforme-là. Qu'elle soit, mais bon, en même temps, il y a l'histoire de la députation au Québec va dicter les choix évidents. Fait que c'est sûr que si tu es à Montréal, ça vaut la peine de voter Québec solidaire, mais si tu es dans la région, peut-être que ça vaut pas la peine. Puis peut-être que tu es mieux d'échanger ton vote de Québec solidaire en ville pour que la personne en passe, puis qu'il y ait quelqu'un du PQ qui passe pour... Vous avez une plateforme d'échange de vote. Oui, bon, ça c'est une chose. Ensuite, pour moi, puis ça pourquoi je me ralliais pas à la cause de l'indépendance, puis ça sur quoi j'aurais vraiment aimé entendre plus M. Marcil, c'est l'économie. Puis je pense que dans un discours économique, on va aller rejoindre du monde. Dans la preuve qui est faite, c'est pas pour rien que le gouvernement, depuis le début du conflit, nous parle de on est dans le marde, on est dans le marde, on est dans le marde, il faut que les étudiants payent. C'est tout ce concept d'utilisateur-payeur-là qu'ils mettent de l'avant dans toutes les sphères de la société. Et puis, la gauche, on va l'identifier comme la gauche, fournit des solutions, fournit un argumentaire que moi je tiens d'ailleurs avec les gens de ma famille qui me répètent comme une... Je crois en ayant plein de spécialistes, de gauche, de droite, comme disait monsieur, qui s'identifient au projet national, puissent avoir une tribune pour défendre le projet national à tous les niveaux, mais surtout au niveau économique. Merci beaucoup, François. Est-ce que vous voulez intervenir très rapidement sur deux éléments Merci beaucoup, François. qui sont super importants. Point de vue économique, je pense qu'il ne faut jamais oublier, on en parlait il y a 5 minutes, nous avons le luxe des petites nations. C'est-à-dire qu'on peut réinventer les choses parce qu'on est petit, tout simplement. Réformer un État au sens très large du terme, donc l'appareil d'État, mais aussi une économie, une société comme celle des États-Unis, par exemple, c'est titanesque. Une communauté, une société comme la nôtre qui est petite, donc une petite nation, a ce luxe de pouvoir inventer les choses, réinventer les choses, y compris économiquement. Il y a quelqu'un qui est intervenu en tout début de l'après-midi tout à l'heure et qui nous parlait de sa propre expérience de travail coopératif, donc de réinventer un peu le lien économique. Hein. C'est un jeune entrepreneur pigiste qui était dans un cadre coopératif. Ça, c'en est une petite brique pour réinventer l'économie. Ça, c'est un premier point que je voulais apporter. Deuxième point et dernier, pour faire écho à de nouvelles façons de faire le politique, de réinvestir le politique dont je parlais tout à l'heure. Je parlais d'économie, de démocratie fluide.
Il y a un autre qualificatif que j'aime beaucoup. J'ai écrit un texte récemment là-dessus, c'est la démocratie liquide, qui a été conceptualisée par le grand philosophe Habermas, allemand, et qui est repris par les partis pirates un peu partout sur la planète, notamment en France présentement, qui est cette notion où on peut utiliser notamment la technologie pour remettre sans cesse en question les positions politiques. Et la logique du wiki, dont on parlait tantôt, donc Wikipédia et compagnie, moi, ça m'apparaît un outil ou un canal pour faire ce que j'ai appelé il y a déjà 1 mois et demi, c'est-à-dire d'avoir des mini-états généraux un peu partout au Québec. On n'a pas besoin d'avoir de grosses structures, des commissions parlementaires, je ne sais trop quoi. On est capable, vous venez de le dire, d'utiliser la technologie de façon très peu coûteuse en argent et en énergie et en temps pour se réunir, pour brasser les idées. Et toute cette notion, pensez comment le Wikipédia a été bâti. Hein. C'est sur la collaboration libre, gratuite d'un grand nombre de collaborateurs. On peut repenser le politique, on peut repenser l'économique de la même façon en utilisant ce genre d'outils-là. Et moi, je serais un fort partisan de ce genre de réflexion-là. Et je pense que c'est là-dedans qu'on est. C'est ce qui était mon message. C'est un peu l'application à la politique du logiciel libre. Exactement. La collaboration au max. Merci Yannick, merci beaucoup. Monsieur, à vous. Oui, Benoît Leblanc. Je vais demander à tout le monde, parce que là, je vois qu'il commence à avoir beaucoup de monde. 4h10, on veut entendre beaucoup de diversité. C'est un mot qui revient souvent. Je pense qu'il est effectivement important dans toute notre diversité d'indépendantistes. C'est ça, donc voilà. Bref, écho. Oui, c'est Benoît Leblanc, un musicien. Il y a une dizaine d'années, ma grande préoccupation puis mon grand désarroi, c'était de ne pas pouvoir parler politique avec des gens qui disaient ne pas s'intéresser à la politique. Et j'avais même posé la question une fois à Françoise David, je n'avais pas eu une réponse vraiment satisfaisante. Depuis 2 mois, le miracle qu'a suscité le mouvement étudiant, c'est de tout à coup apercevoir des gens autour de moi avec qui jamais j'aurais cru parler de politique, et ils parlent de politique. Ça, pour moi, c'est comme un miracle. Le miracle, c'est pas de voir 100 000 personnes défiler, c'est de discuter avec quelqu'un qui jamais, et même qui est ignorant en politique. Tu sais, je parlais avec quelqu'un hier soir qui n'était pas du tout au courant du coup d'État au Chili, il y a une ligne en 73, pas du tout, mais très intéressé par ça maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois. Là, je réfléchis à voix haute. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus, c'est les gens qui ne sont pas politisés. Comment leur faire comprendre que, comme dirait Alfinio, si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Puis, une des leçons, parce que je suis en réflexion, une des leçons que je retire du mouvement étudiant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on a un discours décomplexé. C'est-à-dire, la différence entre le discours étudiant et celui auquel on est habitué, c'est que c'est un discours, oui, disons décomplexé, mais on sent pas le doute, on sent pas la peur, on sent pas non plus, c'est pas un discours politicien dans le sens français du terme, c'est un discours sincère. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la manière que les étudiants, les leaders étudiants ont pris la parole d'une manière où justement il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a pas la culpabilité, mais il n'y a pas non plus le côté un peu politicien. C'est comme on sent qu'il y a une ambition derrière ça. Et c'est je pense que c'est une des façons qu'on va pouvoir garder qu'on va pouvoir attiser le feu et faire en sorte que ceux qui n'étaient pas politisés, qui le sont maintenant, ne débarquent pas des rangs dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. C'est en ayant des leaders comme ça. Et c'est ça, évidemment, qui, pour moi, va également nous amener... c'est ça qui va faire le pays, dans le fond. C'est ça qui va créer... Dans le fond, c'est un des éléments importants. Madame, à vous. Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se sont exprimées jusqu'à présent. Ah, j'espère, merci. Mon nom est Sarah Richer, j'ai 39 ans, je suis maman monoparentale de 2 garçons de 10 et 12 ans. Je suis travailleur autonome, donc j'ai à subvenir aux besoins de mes enfants avec des revenus irréguliers et instables. Je travaille dans l'industrie du cinéma et de la télévision depuis 18 ans et j'ai occupé de nombreux postes maintenant de leadership
à titre de directrice de production, de productrice déléguée. Et à travers ma carrière, j'ai eu une occasion de travailler pour une grande corporation, que je n'ai pas envie de nommer ici, qui m'avait confié de très grandes responsabilités sur le plan leadership, où j'étais le patron de 600 travailleurs. Et étonnamment, mon poste a été administrativement aboli. Il y a quelques soupçons qui croient que ma façon d'exercer mon leadership était trop humaine. La manière dont j'avais de rallier les troupes, de motiver, et dérangeait des intérêts qui étaient différents de ceux des travailleurs. Et on m'avait demandé de représenter le patron, et ils avaient l'impression que je représentais davantage les intérêts des travailleurs. Et c'était une façon, à mon avis, moderne et différente d'exercer une forme de leadership. Aujourd'hui, je suis un peu nerveuse parce que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, et en fait, c'est la première fois que je prends la parole au cours de ce conflit. On est vraiment très intéressés par ce que vous dites, donc allez-y. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il me semble évident, à travers différentes choses que j'entends et des discussions qu'on a tous, c'est qu'on a tous envie de changement. Et ce changement-là, je pense qu'individuellement, il est important de prendre conscience que nous avons chacun la responsabilité de l'amorcer, ce changement-là. En se regardant, en faisant une introspective, en se posant des questions et peut-être en revoyant nos façons de faire, nos façons de s'adresser aux autres, notre façon d'écouter et notre façon d'exercer le peu de pouvoir que nous avons dans la tribune que la vie nous a donnée. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion que je vous invite à faire, c'est que si chacun souhaite réellement le changement, qu'il est possible de l'initier sur une base individuelle. Après, ce qui m'apparaît évident, c'est qu'on est tous ici parce qu'il y a un soulèvement maintenant populaire qui a été initié par les étudiants et qui a soulevé un tas d'interrogations et qui a levé le voile sur des choses qui ne sont pas très belles et qu'on ignorait. Et le mouvement étudiant aujourd'hui, avec la crise, à mon avis, sert d'écran de fumée au gouvernement libéral au pouvoir, qui nous cache ainsi ses réelles intentions et son plan secret, son agenda secret. Ce qu'il est en train de faire probablement en ce moment même. Il y a des pistes quand on enquête, quand on lit, quand on se renseigne, quand on fouille, quand on pose des questions, quand on va voir ailleurs. Il y a des choses très inquiétantes et je suis très inquiète. J'ai ressenti vraiment le besoin spontané, l'élan de me lever de ma chaise pour prendre la parole parce que je ressens viscéralement le besoin de communiquer mon inquiétude. Je suis très, très, très inquiète de ce qui se magouille, de ce qui se prépare en catimini à notre insu. Et il m'apparaît évident que les citoyens, tous ensemble, nous devons absolument nous unir pour exercer une force qui rééquilibrerait tout ça. Et en ce moment, la seule chose qui m'apparaît évidente, c'est votre union que vous proposez de coalition. Et il semble que concrètement, ce soit assez complexe. Comment on s'y prend? Si c'est vraiment ça que tout le monde veut, j'aimerais profiter du micro que j'ai pour vous demander, est-ce qu'il est possible que le nouveau mouvement québécois, vous en l'occurrence, soyez le catalyseur de notre demande citoyenne? Pouvez-vous, s'il vous plaît, rédiger en notre nom une lettre qui demande à chacun des partis concrètement de bien vouloir s'unir et que chacun des citoyens pourrait signer, endosser et faire circuler sur les médias sociaux, sur Internet et autrement que par une pétition déposée à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas forcément une loi qu'on désire faire voter, mais concrètement, pour combattre le sentiment d'impuissance et d'inquiétude que j'ai, je vous demande, s'il vous plaît, pouvons-nous proposer une action aujourd'hui, s'il vous plaît, de nous écrire une lettre au nom de tous les citoyens pour demander à l'ensemble des partis d'opposition
de former une coalition. Cela dit, CAQ, t'as peur aussi.